Le CADTM, Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, a été constitué comme une plateforme regroupant toute une série de mouvements préexistants et d'individus pour agir ensemble en faveur de l'annulation de la dette du tiers-monde. Mais donc, c'était un collectif ou une plateforme, et donc pas une ONG tiers-mondiste. Le CADTM il se situe clairement plutôt du côté de l'école de la dépendance. Maintenant, votre manière de résumer l'opposition, je dirais, est un peu schématique parce que, heureusement, du côté de l'école de la dépendance, il y avait à la fois la compréhension de facteurs externes, la subordination de pays de la périphérie par rapport à des pays du centre, tout ça dans le cadre d'une analyse du système capitaliste mondialisé, mais il y avait aussi une analyse des causes internes. Donc plusieurs des penseurs clés de l'école de la dépendance, Rui Mauro Marini y compris, il faisait une analyse en 1965 du Brésil comme un pays sous-impérialiste ou d'impérialisme périphérique, c'est-à-dire qu'il comprenait, il prenait en compte les contradictions à l'intérieur entre pays du Sud et prendre en compte la domination du Brésil dans l'Amérique du Sud est un élément clé déjà à ce moment-là dans ce secteur de l'école de la dépendance et aujourd'hui c'est un outil indispensable si on veut analyser ce qui se passe en Amérique du Sud. L'action du CADTM porte justement à la fois sur les facteurs externes et internes. Parce qu'on résoudrait les questions externes si les facteurs internes aux pays du Sud, à savoir la domination d'une classe sociale, soit dans le secteur, enfin une classe sociale capitaliste, mais qui peut dominer le secteur agraire, agro-exportateur ou industriel ou commercial, si la structure sociale de ces pays n'est pas modifiée, si par exemple l'énorme concentration des terres aux mains d'une oligarchie foncière n'est pas résolue, on peut avoir amélioré fondamentalement les rapports avec l'extérieur, par exemple par rapport aux créanciers du Nord, mais on ne résoudra pas les problèmes fondamentaux du pays, en tout cas dans leur intégralité. Donc il faut travailler au niveau externe et au niveau interne. Bon, la première chose, c'est que pour nous, la croissance économique, la croissance du produit intérieur brut d'un pays n'est pas le critère pour juger de la satisfaction des droits humains dans ce pays et du développement humain. Parce que, préciser aussi que le CADTM ne se limite pas à parler du développement, on parle du développement humain. On critique le terme développement pris comme un objectif en soi. Parce que justement, généralement, développement est lié directement dans la pensée dominante à croissance économique, croissance du produit intérieur brut, etc. Et donc, notre critère, c'est le degré de satisfaction des droits humains fondamentaux, les droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques. Là, il y a aussi un débat, évidemment, puisque des organisations du Nord, en particulier celles liées je dirais, au monde occidental dominé par les États-Unis, vont privilégier les droits civils et politiques tels qu'ils les voient, en plus, des droits strictement individuels, et d'autres auront tendance à privilégier plutôt les droits économiques et sociaux. Pour le CADTM, les droits humains sont indivisibles, et nous souhaitons la satisfaction et l'amélioration de la satisfaction de tous les droits humains. Il y a clairement une différence, une distinction très claire entre
ce qui est en vogue du côté des organismes spécialisés dans la coopération internationale, et des grandes institutions internationales, ou les gouvernements des pays du Nord, et comment nous voyons les choses. Nous voyons des situations où on peut avoir une croissance économique, même en taux de croissance du PIB forte, et un appauvrissement d'une partie très importante de la population. On le voit très régulièrement. La coopération sud-sud, ça ne veut pas, pour moi, c'est pas synonyme de la puissance chinoise intervenant activement telle qu'elle intervient aujourd'hui en Afrique, en Amérique latine ou chez ses voisins d'Asie. La coopération sud-sud qui répondrait à des options que nous soutenons, c'est plutôt les tentatives d'intégration entre des pays progressistes d'Amérique latine, donc à des tentatives qui nous paraissent beaucoup trop timides pour le moment, mais comme celle intitulée ALBA, et donc à laquelle participent le Venezuela, la Bolivie, l'Équateur, le Nicaragua et Cuba, et quelques îles de la Caraïbe. Sur papier, l'ALBA, donc cette alternative bolivarienne des Amériques, est extrêmement intéressante. Maintenant, nous constatons néanmoins qu'elle rencontre des limites importantes. Et donc nous sommes, en résumé, tout à fait favorables à une coopération sud-sud, qui serait une coopération favorable à l'intégration des peuples, pas l'intégration des économies au sens limité aux économies. Et une telle intégration supposerait, par exemple, de mettre en place des mécanismes de transfert des pays du Sud les plus forts vers les pays du Sud les plus faibles. En fait, le discours et l'image véhiculée par les grands médias, donc la télévision notamment, en ce qui concerne les rapports Nord-Sud et les problèmes que vivent les populations du Sud, constituent un prisme déformant terrible, alimente des préjugés sur un Sud misérable, aussi un Sud qui est souriant, voire solidaire, donc une vision un peu simpliste des relations, c'est-à-dire y compris limitant certains aspects de contradiction qu'il peut y avoir entre les gens, ou alors ça peut virer dans une vision plutôt négative qui est contradiction interethnique, contradiction religieuse très forte. Donc les médias véhiculent une vision du monde du Sud que l'éducation au développement, venant d'organisations comme le CADTM et d'autres, heureusement, le message qu'on veut essayer de faire passer, c'est une déconstruction des préjugés véhiculés par les médias. Et donc là, l'éducation au développement, dans une large mesure, doit déconstruire un schéma préconçu. Et donc là, il est très important de faire appel à des activistes, à des témoins, à des protagonistes du Sud, et réussir à leur donner la parole, et fabriquer alors de manière tout à fait à la fois rigoureuse et pertinente du point de vue du message et de la capacité de faire passer un message, construire des outils. Et donc le CADTM travaille sur toute une série d'outils. Ça va de livres de niveau universitaire à des bandes dessinées, à des jeux de rôle, à des jeux de société.
et à des vidéos, à un site internet largement accessible, etc. Tout ça demande là aussi une démarche critique de notre part pour montrer les mécanismes fondamentaux qui opèrent et qui expliquent le maintien ou le développement, même du sous-développement, pour reprendre le terme d'André Günther Frank. Il parlait du développement du sous-développement, et effectivement, tous les jours, on peut constater que ce processus infernal continue à opérer. Comment expliquer que... il faut expliquer à la population, à l'opinion publique belge, pourquoi la République démocratique du Congo est toujours dans la situation dans laquelle elle se trouve, avec un revenu par tête d'habitant qui est de l'ordre de 180 $ annuels. Et donc, c'est pas faute d'aide ponctuelle humanitaire, c'est des raisons structurelles qui amènent ce pays à rester, ou voire même à approfondir sa situation de subordination au reste du monde. L'idée que, au travers du mouvement des non-alignés, une troisième voie pouvait aboutir à des résultats au niveau du tiers-monde, cette idée s'est estompée, a perdu du soutien dans la réalité. On a eu effectivement une perte d'illusion d'une partie du mouvement tiers-mondiste sur les évolutions en cours. Cela a été catalysé par, je dirais, une intervention délibérée du Nord via un nouveau type d'ONG. Donc, les ONG que vous avez mentionnées, sans citer certaines d'entre elles, quelque part ont bénéficié d'un soutien fort actif du Nord, parce que, donc je parle d'ONG humanitaires, parce que naissait en même temps la notion d'ingérence humanitaire. Donc quelque part, une série de grandes ONG humanitaires ont ont eu un rôle actif pour discréditer un certain tiers-mondisme, et ça a été appuyé largement par des gouvernements du Nord. Bon. Et l'ingérence humanitaire, c'était évidemment en reprenant le thème des droits humains, mais les droits humains, la Belgique, en tant que Belge, on doit savoir que Léopold, roi des Belges, a acquis le Congo, devenu État indépendant du Congo, sous prétexte de mener la lutte contre les esclavagistes musulmans. Et donc ça remonte à la conférence de Berlin de 1885, et donc l'utilisation de l'ingérence humanitaire, elle ne date pas d'aujourd'hui. Mais dans le débat tiers-mondisme, ONG humanitaire, ça a rebondi dans les années 80-90. Alors je pense que ce qui est nouveau, c'est, et le CADTEM s'inscrit directement là-dessus, puisque j'ai dit qu'il n'était pas une organisation tiers-mondiste. Donc quelque part, la crise du tiers-mondisme, pour moi, ne constitue pas un véritable problème pour le CADTEM, dans la mesure où d'emblée, on s'est constitué dans une démarche d'action commune de militants et activistes du Sud et de militants et activistes du Nord, du Sud de la planète et du Nord de la planète. Et donc, c'est pour ça que le CADTEM, très, très rapidement, est devenu une organisation internationale, horizontale, où chaque organisation et une majorité d'organisations membres du réseau CADTEM sont du Sud, hein, les 3/4 sont du Sud, et jouent un rôle tout à fait clé dans la détermination du programme d'action du CADTEM, etc. Et donc sont en lien direct
avec les réalités et les contradictions de leur pays et essayent d'y répondre de manière adéquate. Cette évolution technicienne de la coopération internationale portée par les ONG au cours des années 90 n'a pas porté de résultats réellement probants. Il y a quelque part eu une perte importante dans la capacité de percevoir les problèmes dans leur ensemble et de percevoir essentiellement les problèmes par le biais de « on va trouver une solution technique à un problème technique », on va faire une bonne sélection de semences, on va mieux utiliser les sols, on va concevoir des projets mieux dimensionnés sur le plan technique. Mais si on ne fait pas rentrer les solutions techniques dans un cadre des rapports sociaux, des rapports de propriété, des problèmes posés par la commercialisation du produit et donc des rapports sociaux qu'il y a dans le commerce dans un pays donné, y compris du Sud, et puis vis-à-vis des forces dominantes dans le commerce international. Donc si on a une vision technicienne, on ne va pas du tout résoudre les problèmes. Et la preuve, on n'a pas mieux résolu les problèmes au cours des 15 dernières années que dans les périodes antérieures. Je dirais on n'a pas une vision technique des problèmes. On essaye de mettre au point des outils d'analyse et notamment des mécanismes pour auditer, par exemple, les dettes des pays en développement, pour avoir une évaluation intégrale des politiques structurelles recommandées ou imposées par les organismes internationaux. Mais on n'a absolument pas l'illusion que par des techniques, on va résoudre les problèmes. Chaque fois, il s'agit d'une analyse intégrale, y compris l'audit, par exemple, d'une dette ne consiste pas en une analyse comptable ou strictement juridique, comptable et juridique, de contrat. Il s'agit de faire une analyse, une évaluation intégrale et, par exemple, voir l'impact d'un barrage sur les populations locales. Est-ce que les populations locales ont été déplacées? Si elles ont été déplacées, avaient-elles été consultées? Quel est l'impact ambiental de tels grands travaux et grandes infrastructures? Donc, la technique est une dimension fondamentale d'une démarche scientifique, mais une vision technicienne du développement mène à une impasse, je dirais, totale, et y compris, je peux constater, à une démoralisation de ceux qui y avaient cru et qui travaillent dans ce cadre-là depuis 10, 15 ans, 20 ans, ou alors une perte du contact avec le réel, ce qui peut arriver aussi parce que par cohérence, on veut quand même se dire qu'on fait du travail qui est utile. On essaye, des organismes internationaux, et dans le cadre des Nations Unies, et en s'appuyant sur des agences spécialisées de l'ONU, et puis avec une intervention directe des gouvernements, on définit des objectifs très modestes, mais en termes de pourcentage, de réduction de pauvreté, d'augmentation d'accès à une scolarité, etc. Et en fait, cette démarche est tout à fait critiquable. Les objectifs du millénaire définissent des objectifs en termes de réduction de la pauvreté, alors qu'on devrait définir les objectifs du type « il faut atteindre la souveraineté alimentaire ». Il faut atteindre l'indépendance énergétique, ou au maximum la favoriser.
euh, et à partir de ce moment-là, définir des stratégies pour atteindre ces objectifs fondamentaux qui auraient dès lors en conséquence des conséquences extrêmement importantes dans les autres domaines. Mais il faut remettre en cause le modèle dominant. Il ne produit pas du tout des résultats permettant de satisfaire de la situation. Au contraire, il y a ce qui est tout à fait intolérable pour moi, qui saute vraiment aux yeux, c'est une montée absolument terrible des inégalités. Une montée terrible des inégalités au sud de la planète, au nord aussi, par ailleurs, et une banalisation de cette montée des inégalités. Ce que les organismes officiels vont mettre en avant, c'est, dans certains cas, une augmentation du revenu par tête, par habitant, et mettre totalement de côté la montée des inégalités. Alors que pour nous, ce phénomène est le phénomène le plus préoccupant, et nous considérons que les outils qui ont été mis en place, les mécanismes de régulation dont tu parles, mais qui sont très souvent justement des mécanismes de déréglementation de ce qui existe, les nouveaux mécanismes mis en place, où le cours qui est imprimé à l'ensemble des économies de la planète, et notamment aux économies du Sud, ont produit des résultats qui pour nous sont catastrophiques. Un phénomène extrêmement important qui est la crise climatique, avec des effets terribles sur les populations du Sud, et qui indique là, si je mentionne cette crise climatique, c'est qu'on ne va pas résoudre la question pays par pays, ou en prenant même l'ensemble du Sud comme un tout. Ce sera des solutions à l'échelle de la planète, ce seront des solutions à l'échelle de la planète, et qui demandent une rupture avec un mode de production productiviste, extractiviste, basé sur une utilisation intensive de matières fossiles. C'est une rupture avec cela. Donc à la fois un monde hiérarchisé, dans lequel une petite minorité, comme le mouvement Occupy l'a dénoncé, le 1% qui domine face aux 99%, et qui favorise la montée des inégalités, dans un mode de production qui n'a absolument pas d'avenir à l'échelle de l'humanité. Donc les cadres qui ont été mis en place au cours des 30 dernières années aboutissent à des résultats catastrophiques dans le court terme, bien souvent, mais aussi encore plus effrayants au niveau de ce qui va arriver dans les décennies qui vont suivre. Une approche qui doit être globalisante et qui doit prendre en considération fondamentalement les structures économiques d'un pays, les structures sociales, les rapports du genre, le mode de production, le mode d'appropriation. C'est ça qui doit primer dans une vision du développement conçue comme une vision du développement humain et donc de la satisfaction des droits humains fondamentaux. La démarche du CADTM est une démarche structurelle dans le moyen et le long terme. Et donc, par définition, les sursauts humanitaires liés aux problèmes d'urgence
de notre part, on le perçoit d'une manière critique. Maintenant, si ça permet à des organismes qui vont apporter de l'aide d'urgence d'alors dépasser l'urgence pour prendre en compte les problèmes structurels du pays et de la population, tant mieux. Et c'est le cas dans certains cas. Mais fondamentalement, nous critiquons une approche, l'approche étroitement humanitaire et l'approche de l'urgence. Ce n'est pas une succession de démarches où on va aller mettre des pansements sur les plaies les plus béantes des populations qu'on va résoudre les problèmes. Donc il faut un travail fondamentalement et prioritairement sur le structurel et le moyen et le long terme. Oui, bien sûr. Donc les ONG qui ont une vision politique sur les enjeux des relations Nord-Sud ont été clairement marginalisées. Et il y a une politique systématique des organismes subventionnants pour les marginaliser ou bien les amener à, sous prétexte d'améliorer leurs capacités techniques, à de fait évoluer en abandonnant une vision globale. Et donc là, c'est, je dirais, une lutte permanente que doivent mener une série d'ONG pour ne pas perdre celles qui avaient une démarche politique, pour ne pas succomber aux pressions ou à la tendance de... Vous savez, certaines ONG gèrent des fonds importants et peuvent finalement se laisser aller à améliorer la gestion des fonds qu'on leur confie ou qu'elles collectent en perdant de vue la perspective stratégique. Parce que la perspective stratégique aussi implique de mettre en cause une série de phénomènes structurels qui, peut-être aux yeux de certains qui notamment sont à la tête des campagnes de récolte de fonds, ne rapportent pas suffisamment de fonds pour les projets qu'on mène, ou ne convainquent pas suffisamment les bailleurs de fonds. Et il y a y compris une tendance à répondre à des modes et liées à des phénomènes liés à comment les grands médias présentent les problèmes prioritaires de la planète, et alors comment les gouvernements du Nord élaborent une hiérarchie de priorités pour dire si vous êtes dans ces créneaux-là, sur ces thèmes-là, vous aurez de manière privilégiée accès aux fonds que nous apportons. Le CADTEM, qui travaille sur la question de la dette du tiers-monde, a été à plusieurs reprises confronté du côté des bailleurs de fonds à l'idée que la dette n'était plus un problème pour le tiers-monde, et on se demandait pourquoi il fallait encore en parler. Nous avons aussi rencontré dans nos interlocuteurs du côté des bailleurs de fonds des propos du genre vous nous demandez de vous subventionner pour dire que les pays endettés à l'égard de la Belgique doivent arrêter de rembourser la Belgique parce que la dette est illégitime. Vous trouvez ça convaincant pour recevoir des fonds Bon. Et nous maintenons un peu contre vent et marée une option indépendante. Et, de toute façon, le budget du CADTEM est proportionnellement à des budgets de grandes ONG humanitaires une fraction infime. Hein, il faut être très clair là-dessus aussi.